Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, c'est Richissime Podcast tout simplement, pour les coulisses du podcast, pour des partages très personnels, pour assister à des lives régulièrement et aussi pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet épisode m'a été inspiré par mon propre vécu, un vécu qui m'a rappelé cette année, en 2022, l'importance de cette phrase que connaissent normalement tous les investisseurs et tous les entrepreneurs, « Cash is king », que j'ai quelque peu oublié d'ailleurs ces derniers temps. Alors, « Cash is king » ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, « l'argent est roi », mais plutôt, et là c'est ma traduction de cette phrase, « est roi celui qui a beaucoup de cash », ou est roi celui qui a beaucoup de liquidité, et non pas forcément, et non pas nécessairement que d'argent. La notion de cash, de liquidité est très importante dans cette phrase. Alors revenons-en à ma propre histoire, celle qui est à l'origine de cet épisode. Ça fait plus de 2 ans que mon épargne personnelle stagne autour des 20 000 euros et que je ne mets donc plus, que j'ai fait le choix de ne plus mettre d'argent de côté. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix ? Parce que 20 000 euros, c'est le niveau que j'avais défini comme mon épargne de précaution. Et je me suis dit qu'à partir du moment où j'avais atteint ce niveau d'épargne de précaution, je n'avais plus besoin de mettre d'argent de côté, à titre personnel. Parce qu'étant entrepreneur, ça me coûte de mettre de l'argent de côté à titre personnel. Ça me coûte de l'argent en fait de sortir de l'argent de ma société pour ensuite l'épargner à titre personnel. Et contrairement à un salarié, j'ai ce choix-là. Un salarié n'a pas le choix, il doit payer des charges et des salaires sur sa rémunération. Moi, je peux moduler ma rémunération et donc décider du montant de charges et d'impositions que je devrais payer, évidemment conformément à la rémunération que je me verse. Je vais vous donner un exemple. Pour mettre de côté 1 000 euros d'épargne ou pour avoir 1 000 euros sur mon compte personnel, je dois sortir environ 1 428 euros de rémunération de mon EURL. Je paierai la différence, je paierai donc 428 euros d'impôt sur le revenu parce que je suis dans la tranche marginale d'imposition la tranche marginale d'imposition à 30%, qui est la tranche marginale d'imposition de 75% des gens qui sont imposables. Donc largement, qui est dans laquelle sont le plus de monde. Puis, avec ma société, je vais aussi payer 642 euros de cotisation sociale. Donc, j'ai sorti mes 428 euros de rémunération, ma société paye 642 euros de cotisation sociale. Donc pour que moi j'ai 1 000 euros d'argent sur mon compte, que je peux garder ou épargner, pour que j'ai 1 000 euros à épargner, il faut que ma société débourse 2 070 euros environ, à peu près. C'est donc pour cette raison que les entrepreneurs ne sont pas toujours très friands, ne sont pas toujours très enclins à se rémunérer beaucoup, et c'est mon cas. Je préfère garder un maximum d'argent au sein de mon entreprise et puis faire des investissements, faire plus d'investissements avec l'argent de ma société, comme par exemple des investissements dans des formations ou dans des coachings, plutôt que de me rémunérer, car à chaque fois que je vais me rémunérer, ça va me coûter de l'argent, et donc ayant décidé que je n'avais plus besoin j'avais juste besoin de me rémunérer pour alimenter mon train de vie, mais plus pour épargner, eh bien j'avais effectivement arrêté d'épargner à titre personnel. Et je croyais que tout était bien dans cette histoire, que j'avais vraiment bien prévu mon coup. Sauf que en 2022, j'ai dû dépenser la quasi-totalité de cette épargne personnelle dans des choses que je n'avais absolument pas anticipées. La première étant l'achat d'une nouvelle voiture. La nôtre a brûlé il y a quelques mois dans un incendie près de chez nous.
Et donc on a eu des indemnisations, etc. Mais donc on se retrouve aujourd'hui à devoir acheter un nouveau véhicule. Et effectivement, je n'avais pas provisionné d'argent pour un changement de véhicule pour l'année 2022, ni même pour l'année 2023. Et nous concernant, on a avec plusieurs sociétés, déjà j'ai plusieurs sociétés moi, certaines que j'ai seule et certaines que je partage avec mon compagnon, c'est dans notre intérêt de posséder la voiture en nom propre, de l'acheter en nom propre, plutôt que de la faire acheter par une de nos sociétés ou de la prendre en leasing par exemple. Donc, on va l'acheter en nom propre. Donc, on doit payer avec notre argent personnel cette voiture, chose que je n'avais pas anticipée, mais qui est quand même le plus avantageux pour nous. Autre frais que j'ai eu cette année en 2022, j'ai créé une holding, une société holding, pour faire circuler le cash justement plus facilement entre mes sociétés. Donc ça me permet de créer un montage de société qui permet de faire circuler le cash plus facilement, notamment pouvoir utiliser la trésorerie de mes sociétés qui sont largement excédentaires pour les sociétés qui en ont un petit peu plus besoin. Seulement, je me suis prise un petit peu tard pour faire ce montage et donc aujourd'hui j'ai des honoraires de comptabilité qui sont de plusieurs milliers d'euros pour établir ce montage de société, ce que j'avais très mal anticipé. Et enfin, j'ai provisionné pour l'apport de notre futur bien immobilier, celui qu'on est en train d'acheter là en ce moment même. Il se trouve que finalement, il se pourrait qu'on utilise la trésorerie d'une de nos sociétés pour financer cet apport, mais en attendant, je suis quand même passée à un cheveu de vider l'intégralité de mon épargne personnelle en 2022. Et quand j'ai fait ce constat, je me suis pris une énorme claque en réalité parce que en arrêtant d'épargner régulièrement il y a presque 2 ans, j'ai oublié un principe fondamental de l'investissement, ce fameux cash is king. Et oui, ce n'est pas tout d'avoir de l'argent, ce n'est pas tout de créer de la valeur avec des sociétés, ce n'est pas tout d'avoir un patrimoine, encore faut-il qu'une partie au moins de cet argent soit disponible sous la forme de liquidité. Mais le cash, et c'est bien là le problème, il est beaucoup plus rapide à dépenser ou à investir qu'il n'est rapide à constituer. Et vous avez bien compris notamment pourquoi c'est compliqué. Donc quand on est salarié, c'est compliqué parce qu'on n'a pas un bouton qu'on peut appuyer pour pouvoir augmenter sa rémunération. Et puis quand on est entrepreneur, on n'a pas non plus un bouton pour augmenter son chiffre d'affaires. Et puis ça coûte de l'argent de pouvoir avoir de l'argent en perso, comme on dit. Donc pour reconstituer mes 20 000 euros d'épargne, je vais donc devoir débourser plus de 40 000 euros, si vous avez suivi mes calculs précédents. En tant qu'entrepreneur, et je vais probablement en réalité pouvoir reconstituer ce cash au cours de l'année 2023, peut-être en moins d'1 an, parce qu'il se trouve que j'ai une bonne trajectoire de croissance de mon business. Mais ce cash personnel, en réalité, il risque de manquer un petit peu en 2023, au même moment où je m'apprête à accueillir mon premier enfant, qui devrait arriver au printemps en avril 2023. Et ce sera peut-être un timing un peu court pour moi pour avoir reconstitué une partie de ce cash qui m'aurait été bien utile, car comme vous vous en doutez, toutes les dépenses afférentes à l'arrivée d'un enfant à un enfant de manière générale ne peuvent pas être faites en société et doivent être faites à titre personnel. Imaginez-vous dans la situation qui est la vôtre. Est-ce que vous êtes fonctionnaire? Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes intérimaire? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes au chômage? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous démarrez? Est-ce que vous êtes freelance? Est-ce que vous avez une société? Est-ce que vous en avez plusieurs? Mais imaginez-vous dans votre situation devoir reconstituer une épargne personnelle de 20 000 euros. Pour certains d'entre vous, ça va vous monter des sueurs froides. Pour certains d'entre vous, ça va être plus facile que d'autres. Par exemple, pour ceux qui peuvent épargner aujourd'hui dans leur situation 200 euros par mois, max de leur épargne, eh bien il va falloir 8 ans et demi pour reconstituer une épargne de 20 000 euros. Pour ceux qui peuvent épargner plus, par exemple 500 euros par mois, il faudra tout de même 3 ans pour reconstituer cette épargne que potentiellement vous avez pu vider en un clin d'œil, un tour de bras, une malchance, un accident, un aléa de la vie. C'est d'autant plus difficile, comme je le disais, si vous n'avez peu ou pas de levier d'augmentation de vos revenus, comme par exemple pour les fonctionnaires ou, dans une moindre mesure, pour les salariés.
Parce que dans ce cas-là, vous n'avez aucun moyen d'accélérer la reconstitution de votre épargne. Vos revenus sont tellement prévisibles que vous savez au mois près quand est-ce que vous allez pouvoir reconstituer l'épargne qui est la vôtre, sans compter évidemment des aléas de parcours qui pourraient faire en sorte que en fait, ces 200 € par mois que vous pensiez épargner, en réalité, vous en aurez peut-être besoin pour une urgence ou quoi ou qu'est-ce entre-temps. Donc, c'est au minimum 8 ans et demi qu'il vous faudra, et peut-être même plus, à moins évidemment de bénéficier d'une rentrée d'argent exceptionnelle, type un don familial, un héritage, ou si vous gagnez au loto, évidemment. Quand on y pense, 20 000 €, c'est à la fois une grosse somme, mais aussi une somme qui peut partir très vite. Une panne de chaudière, une chaudière à remplacer, c'est peut-être 5 000 €, entre 5 000 ou 10 000 €. Si c'est une pompe à chaleur que vous voulez installer en ce moment, on est plutôt sur 15 000, 20 000 €. Une voiture qui a un gros souci avec une facture à plusieurs milliers d'euros aussi. Une perte d'un revenu qui est bien plus soudaine que vous l'avez imaginé. Une pension alimentaire qui n'est plus versée, par exemple. Des charges de copropriété qui flambent, notamment avec le prix de l'énergie, et si vous êtes dans des grandes copropriétés qui ne sont pas concernées par les mesures gouvernementales, ou alors par exemple si des travaux sont votés par l'Assemblée des copropriétaires. Mais ça peut être aussi des choses plus heureuses, comme votre chéri qui vous demande en mariage et donc vous voulez provisionner pour le mariage l'année prochaine, ou moins heureuse, par exemple une procédure de divorce qui est engagée et pour lequel vous aurez des frais d'avocat à engager. Ça peut être aussi une mauvaise anticipation de vos impôts, mais aussi tout simplement un besoin en apport pour l'achat d'un bien que vous voulez faire. Aujourd'hui, il y a eu une période pendant laquelle il était effectivement possible et un peu plus facile d'emprunter de l'argent à la banque et de se faire sans apport. Aujourd'hui, c'est très compliqué, j'ai presque envie de dire c'est impossible dans la conjoncture actuelle, et les banques demandent au contraire plus d'apports qu'elles n'en demandaient avant. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des dossiers de financement, notamment de résidence principale, sont refusés pour ce même motif que l'apport est insuffisant. Et notamment les primo-accédants aujourd'hui, qui sont jeunes, qui ont moins de 30 ans, n'ont pas 20 000 € d'apport, ou alors cet apport représente une part beaucoup trop importante de leur épargne disponible, ce qui fait que la banque ne va pas non plus accéder de vous déposséder de votre cash. Et justement, la banque fonctionne aussi par ce principe de cash is king. La banque n'acceptera pas que vous mettiez l'intégralité de votre épargne dans un apport, parce qu'elle sait que trop bien à quel point c'est important d'avoir du cash, et que pour faire face aux aléas de la vie, et si elle veut pas vous revoir dans un an parce que vous voulez emprunter, parce que vous êtes obligé d'emprunter de l'argent pour faire face justement à un remplacement du ballon d'eau chaude par exemple, eh bien elle est obligée de vous encourager en refusant votre prêt à garder du cash disponible et à augmenter votre niveau d'épargne. Et voilà comment, à quelques milliers d'euros près, et vous pouvez vous voir refuser votre prêt sur une résidence principale, et comment aussi quelques milliers d'euros peuvent partir en quelques semaines avec tous les aléas que je viens de décrire, et réduire comme peau de chagrin vos fameux 20 000 €, puisque c'est l'exemple que j'ai pris comme étant le niveau d'épargne disponible que vous avez. Pour les entrepreneurs, le principe est le même. 20 000 € de trésorerie, c'est à la fois beaucoup et aussi c'est rien du tout. Vous pouvez être confronté à un rattrapage de l'URSSAF, des impôts si vous l'avez mal anticipé, si vous avez peut-être fait confiance à votre comptable et qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, ou que vous avez manqué de vigilance, ou que votre comptable n'a pas été proactif dans votre accompagnement. Si vous avez par exemple un salarié qui se met en congé maladie prolongé ou en congé maternité, si vous faites face à une flambée des coûts de l'énergie, surtout en ce moment, mais qui n'est pas répercutable sur le prix de vos biens parce que la concurrence peut-être dans votre marché est trop forte et donc vous êtes quand même limité parce que sinon vous allez perdre tous vos clients.
Vous pouvez aussi être confronté au budget de vos clients qui se réduisent comme peau de chagrin et du coup des clients qui vous disent on va travailler ensemble mais j'ai 2 fois moins de budget, ou on va travailler ensemble mais dans 6 mois. Vous pouvez aussi être confronté, si vous avez des salariés, à une procédure au prud'homme par exemple, ou avec un litige avec un client qui nécessite un avocat et donc des frais. Ou alors vous pouvez être dans la situation où vous avez réalisé récemment d'énormes investissements et en réalité vous pensiez que c'était le bon timing et en fait ça s'avère ne pas nécessairement être le bon timing et donc c'est toute votre trésorerie qui peut y passer. À ce propos, récemment, une entrepreneure que je suis sur les réseaux sociaux a publié un post racontant comment elle avait fait en début d'année d'énormes chiffres d'affaires, donc des chiffres d'affaires à plus de 6 chiffres par mois, dans une activité de prestation de services, de coaching, donc très similaire à ce que je fais dans le business model. Et puis par la suite... peut-être un peu poussée par cette réussite, ces succès financiers de début d'année, elle a fait une série d'énormes investissements en paiement sur plusieurs échéances avec de l'argent qu'elle n'avait pas encore. Donc estimant que la trajectoire de chiffre d'affaires allait se maintenir ainsi et donc qu'elle allait pouvoir, voire même que cette trajectoire allait augmenter et qu'elle allait pouvoir honorer ses engagements d'investissement dans des coachings, dans des formations, etc. Au final, ce qu'elle raconte elle-même dans ce post, c'est qu'elle a failli mettre la clé sous la porte quelques mois plus tard parce que l'investissement a été bien plus important que le cash qu'elle avait de disponible et le cash qu'elle espérait rentrer n'est finalement pas rentré. Et croyez-moi, son histoire n'est pas du tout un cas isolé, parce que des entrepreneurs qui font des investissements dans les mauvais timings ou qui effectivement n'ont pas toujours conscience de toutes les contraintes de gestion et toutes les obligations financières qui sont les leurs. Et effectivement, en quelques mois, on peut passer de « j'ai une boîte qui tourne bien » à « j'ai une boîte qui est en cessation de paiement ». Dans un cas comme dans l'autre, quand vous n'avez plus de cash disponible, c'est soit vous mettez la clé sous la porte, soit effectivement, quand vous êtes un particulier, mais vous empruntez, si vous avez un besoin, par exemple vous devez racheter une voiture parce que vous en avez absolument besoin, vous allez emprunter à la banque cette somme, ou vous allez l'emprunter à des proches si vous ne pouvez pas emprunter à la banque ou si vous préférez emprunter à des proches, mais situation qui n'est en réalité pas souhaitable, ni mettre la clé sous la porte, ni aller toquer à la porte de quelqu'un pour faire un emprunt, surtout avec les taux d'emprunt aujourd'hui. Et j'entendais aussi... Je vous donne un autre exemple, mais j'entendais à la radio hier ou avant-hier, je crois que plus de 20 000 dossiers en ce moment de retraite sont en attente de traitement, avec des retards qui sont de plusieurs mois, voire qui dépassent l'année pour le traitement de ces dossiers, et donc laissant des retraités sans aucun revenu pendant toute cette période-là. Et donc évidemment, un reportage radio dans lequel une retraitée qui était concernée était interviewée, et qu'elle disait qu'effectivement... elle n'avait pas le choix que de se débrouiller alors que son dossier de retraite n'était pas traité, donc elle ne touchait aucune retraite. Là encore, cash is king. Si vous vous retrouvez à la retraite et que vous n'avez pas de pécule de côté et que tout repose sur le fait qu'on vous verse une allocation, une retraite ou un salaire et que vous n'avez rien de côté, vous êtes vulnérable. La grosse erreur que j'ai faite dans ma situation, c'est d'arrêter d'épargner, pensant que ce que j'avais à titre personnel, ces fameux 20 000 € étaient suffisants. Pourtant, je le sais que 20 000 € ce n'est pas suffisant. Je sais combien coûte le remplacement d'un ballon d'eau chaude, je sais combien peuvent coûter des réparations sur une voiture, avec les obligations qui sont les miennes en tant que propriétaire d'une maison, en tant que propriétaire de plusieurs business. Je sais quelles sont les réalités qui m'incombent et honnêtement, je m'en suis voulu d'avoir été négligente sur ce sujet-là. En tout cas, je savais au fond de moi que ces 20 000 € n'étaient pas suffisants et que c'était juste assez comme épargne de précaution, mais que ça n'aurait pas dû justifier l'arrêt de l'épargne. D'ailleurs, à ce propos, je vois tous les jours des jeunes, surtout ça concerne beaucoup les jeunes actifs qui ont moins de 20 000 €, qui commencent à avoir 5 000, 10 000, 15 000, moins de 20 000 € de liquidité de côté et qui font cette erreur de penser que l'intégralité de cette somme
peut être investi, et notamment sur des supports très dynamiques, avec une volatilité moyenne ou une volatilité forte, comme par exemple les cryptoactifs, ou alors investir sur des supports qui ne sont pas du tout liquides. Je pense par exemple au crowdfunding immobilier, qui est un rendement qui est bon, qui va entre 7 et 11%, mais qui bloque l'argent. Et en réalité, c'est une grave erreur de penser que parce qu'on a 20 000 euros sur son épargne, on a 20 000 euros à investir. On n'a pas 20 000 euros à investir, on a 20 000 euros d'épargne de précaution. Parce que quand on est un jeune actif, nos premiers 20 000 euros, en réalité, ils paraissent une somme énormissime, parce que probablement, peut-être, on n'a jamais eu 20 000 euros sur nos comptes. Mais en réalité, je vais vous le dire de manière très très claire, d'ailleurs que vous soyez jeune actif ou pas, quand vous avez moins de 20 000 euros, et d'ailleurs si vous venez me voir et que vous demandez où est-ce que je dois placer ces 20 000 euros, je vais être très claire, je vais répondre, vous la mettez sur des livrets. Parce que 20 000 euros, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous ayez des enfants ou pas, c'est ni plus ni moins qu'une épargne de précaution qui doit du coup être stockée sur des livrets. À ce niveau-là, ça n'est pas autre chose. Il n'y a pas de question à se poser. Évidemment, si vous êtes un foyer de 5 personnes avec des adolescents qui vont bientôt rentrer dans leurs études, 20 000 euros, ça n'est pas suffisant comme épargne de précaution et peut-être qu'il va falloir envisager d'avoir un peu plus, voire le double, voire le triple. Donc avoir du cash disponible tout le temps et en quantité suffisante permet aussi, ça ne permet pas que de faire face à des aléas ou des impondérables de la vie, ça permet aussi de saisir des opportunités, d'accéder à certaines opportunités qui pourraient nous passer sous le nez autrement si effectivement on n'avait pas de cash disponible pour pouvoir y répondre. Je reprends l'exemple de l'achat de notre voiture par exemple. Dans notre situation, il est évident que c'est intéressant pour nous d'acheter notre voiture en nom propre. Donc si on avait dû l'acheter autrement qu'en nom propre et en la payant en cash, on aurait dû soit s'endetter, prendre un prêt, et dans notre cas, si on avait pris un prêt conso, on aurait dû dire adieu à notre achat immobilier. Parce qu'aujourd'hui, étant limite avec le taux d'endettement, si on s'était en plus endetté pour acheter une voiture, là, on pouvait dire adieu à notre prêt immobilier. Soit il aurait fallu l'acheter avec une de nos sociétés sur lesquelles on avait les liquidités, mais renoncer à tous les avantages de pouvoir faire passer notamment des indemnités kilométriques, utiliser notre véhicule sur non pas une seule société qui possède le véhicule, mais sur toutes nos autres sociétés. Donc là, on est dans un cas où on aurait évidemment eu des solutions pour acheter un véhicule, mais on aurait dû passer à côté d'un certain nombre d'opportunités, puisqu'on aurait choisi le deuxième, le troisième, voire le quatrième choix qui s'offrait à nous, puisque l'urgence c'était d'avoir un véhicule avant tout, mais on n'aurait pas pu l'acheter dans les meilleures conditions, celles qui sont le plus favorables à nos montages financiers et à nos besoins. Autre exemple, ne pas avoir évidemment, quand on a du cash disponible, on n'a pas besoin de contracter de prêt, notamment dans les cas où on est un peu acculé à la dépense. Notre voiture a brûlé, notre deuxième voiture est une voiture de fonction qu'on doit rendre, on n'a plus de véhicule, on n'habite pas à Paris, donc on a besoin d'un véhicule. Vous avez une chaudière qui tombe en panne, le chauffagiste vous annonce qu'il faut la remplacer et que ça va vous coûter 5 850 € TTC. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes en plein hiver, vous n'avez pas de chauffage, pas d'eau chaude, vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas cette somme, ou que cette somme c'est l'intégralité de votre épargne, vous allez l'emprunter. Et donc ne pas avoir ce choix, ça a une réelle conséquence. C'est que notamment en ce moment, par exemple, les prêts conso, j'ai vérifié avant de faire cet épisode, on est peu ou prou aux alentours de 5% de taux d'emprunt pour un prêt conso. Et un prêt conso se faisant sur des durées assez réduites, ça va considérablement augmenter aussi votre endettement, ce qui fait que si vous aviez des velléités de faire des emprunts immobiliers ou d'avoir une situation vraiment clean pour pouvoir emprunter à la banque pour d'autres projets, vous allez être assez plombé par ce prêt à la conso que vous n'aurez pas d'autre choix que de souscrire. Autre exemple, c'est que dans
par exemple la conjoncture dans laquelle on rentre actuellement et avec un marché immobilier qui est annoncé à la baisse, mais aussi dans un contexte où il y a beaucoup d'entreprises en difficulté, de faillites d'entreprises, etc. Eh bien, pour quelqu'un qui est investisseur comme moi, c'est un peu le marché des aubaines. On rentre un peu dans une conjoncture où il y a des affaires à faire, comme on dit. Alors, je sais que c'est pas très correct de dire ça, parce que derrière ces situations, il y a des êtres humains, mais en réalité, effectivement, un marché immobilier qui baisse, c'est aussi, et où les vendeurs sont en position défensive par rapport aux acheteurs sur l'immobilier, et bien effectivement, c'est un marché sur lequel il y a des affaires à faire. Si au moment où il y a des affaires à faire, vous n'avez pas les liquidités justement pour avoir un apport suffisant pour la banque, si votre taux d'endettement n'est pas d'équerre pour la banque, si vous ne rentrez pas dans les critères, vous allez passer à côté d'opportunités. Et pour rétablir votre taux d'endettement ou pour vous constituer un apport, il va peut-être falloir attendre des mois ou des années et vous serez passé à côté de cette période d'opportunité. Pour tous ceux qui sont un temps soit un peu intéressés par ces histoires d'entrepreneuriat, notamment via le biais de la reprise d'entreprise, on rentre dans une conjoncture où il y a des affaires à faire là encore. Parce que avec post-Covid et avec toutes ces entreprises qui font faillite, qui ne peuvent pas rembourser leurs échéances, notamment du prêt garanti par l'État qui a été octroyé pendant le Covid, effectivement, il y a des entreprises qui sont à vendre et qui sont malheureusement à vendre, malheureusement pour les propriétaires, en tout cas à vendre au rabais. Donc là aussi, il y a des affaires à faire. Et si vous êtes un fin entrepreneur ou que vous avez envie de vous lancer là-dedans, et bien effectivement, là, quand on rachète une entreprise, on peut emprunter de l'argent à la banque, mais la banque va vous demander également un apport dans ce cas-là, parce qu'elle va vous dire, vous aussi, si vous prenez le risque, nous on va prendre un risque, nous aussi on veut que vous preniez un risque à telle hauteur et vous avez encore besoin dans ce cas-là de liquidité. Autre exemple avec du cash disponible, même si par exemple vous n'êtes pas en CDI ou vous n'êtes pas dans une situation d'emploi stable, la banque vous prêtera quand même de l'argent. C'est le cas notamment si vous acceptez de nantir une partie de vos liquidités. Ce qu'on appelle le nantissement, c'est comme un système d'hypothèque de votre argent. Je mets des guillemets au mot hypothèque, que je dévoie un petit peu de son sens d'origine. Le nantissement, c'est comme un peu un blocage. Vous allez bloquer votre argent, vous allez dire à la banque, je vais bloquer mon argent sur tel support, c'est un support rémunérateur, par exemple, c'est pas obligatoire, mais une assurance vie. Donc vous allez bloquer une somme qui va travailler, qui va fructifier, en contrepartie d'un prêt octroyé par la banque. Comme cet argent est bloqué, la banque est sûre que si elle vous octroie un prêt, vous pourrez rembourser ce prêt avec la somme que vous avez bloquée. Donc par exemple, pour 100 000 € bloqués, sur des supports, encore une fois, qui vont travailler, qui vont faire travailler votre argent, vous pouvez emprunter. Parfois, je ne sais pas s'il y a des banques qui vont vous prêter jusqu'à 100% de la somme. Donc, l'équivalent de la somme. Donc, si vous bloquez 100 000 €, peut-être qu'il y a des banques qui vont vous prêter 100 000 €. Souvent, les banques vont vous prêter un petit peu moins. Le ratio va être un peu moins important, peut-être 75% de cette somme. Mais, et surtout, ça, c'est peu importe votre situation personnelle. Peu importe si vous êtes en situation de séparation, que vous avez perdu votre emploi, que vous n'êtes pas dans les cases d'habitude, vos liquidités ont une vraie valeur auprès de la banque. Alors qu'à l'inverse, si vous n'avez pas ces liquidités et que vous n'avez pas non plus la situation stable, typiquement l'entrepreneur qui démarre, effectivement, là, vous n'allez pas vraiment pouvoir emprunter auprès d'une banque. Si vous êtes entrepreneur qui démarre, mais que vous avez plein de liquidités à côté, cash is king et vous êtes le roi ou la reine dans cette situation-là. Autre facteur aussi qui va vous être favorable, c'est que ce cash est un signal favorable pour pouvoir emprunter auprès d'une banque parce que la banque va regarder votre niveau d'épargne. Le niveau d'épargne et de trésorerie est un critère qui est très observé par les banques lors d'une demande de financement. Donc même si votre niveau d'endettement il est en dessous des 35%, c'est pas le seul critère que la banque va regarder. Si vous n'avez pas suffisamment d'épargne à côté, notamment après avoir financé l'apport, votre dossier a de grandes chances d'être refusé, surtout en ce moment. Parce que les banques exigent souvent 10% du montant
des encours bancaires en épargne. Si vous avez déjà par exemple emprunté 200 000 euros, ça inclut les emprunts passés et les emprunts que vous voulez contracter. Si vous avez déjà emprunté 200 000 euros, la banque va normalement, évidemment, il y a des temps où la banque dérogeait plus facilement à ses règles et aujourd'hui on est dans une période où la banque ne déroge pas vraiment à ses règles. Si vous avez donc déjà emprunté 200 000 euros, vous devez avoir 20 000 euros sur vos comptes pour pouvoir emprunter à nouveau. Et ce, peu importe votre niveau d'endettement, même s'il est au vert, on va quand même exiger que vous ayez un niveau minimum d'épargne sur vos comptes. Donc pour toutes ces raisons, le cash is king. Investir son argent, c'est bien quand vous en avez, mais le garder de l'argent disponible, c'est bien aussi. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier. En tout cas, moi j'ai eu tendance à l'oublier. Notamment parce que ce cash permet de saisir de vraies opportunités d'investissement qui du coup nécessitent ce cash-là, comme je viens d'en parler, ou parce que ça envoie les signaux favorables quand vous voulez faire des projets qui nécessitent d'emprunter. Le plus dur selon moi, c'est de résister à la tentation de dépenser ou d'investir de l'argent quand on voit les sommes s'accumuler sur nos comptes, surtout quand ces sommes atteignent des niveaux qui sont pour nous des nouveaux niveaux. Je m'explique. C'est ce qui se produit notamment, et je reviens aux jeunes actifs, qui négligent leur épargne parce que, prenons par exemple 10 000 euros sur le compte, c'est souvent bien plus d'argent que ce qu'un jeune n'en a jamais eu sur ses comptes de toute sa vie. Et donc, ce niveau d'habitude qu'on a, les niveaux d'argent qu'on a l'habitude de voir sur nos comptes, crée un référentiel dans notre cerveau sur ce que ça veut dire pour nous, beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. On a chacun nos propres référentiels sur ce sujet. Et c'est grandement, évidemment, influencé par les sommes que j'ai vues passer au fur et à mesure des années sur mes comptes. Donc, je suis jeune actif, je n'ai jamais eu 10 000 euros d'épargne. Le jour où je vais avoir 10 000 euros d'épargne sur mes comptes, je vais trouver que cette somme est astronomique. Pour certains, ce référentiel de j'ai beaucoup d'argent va se situer à 2 000 euros, pour d'autres à 10 000 et puis pour d'autres à 100 000. C'est ultra important de remettre en cause, de questionner régulièrement nos référentiels, ce qui est beaucoup ou pas. Parce que en réalité, beaucoup ne doit pas être défini par ce qu'on a l'habitude de voir sur nos comptes, mais beaucoup doit être apprécié en rapport à ce que, au coût de la vie et à ce qui peut nous arriver comme aléa et à notre situation personnelle et aux différentes provisions qu'on aimerait faire pour faire face justement à ces différents aléas. Et donc questionner ces référentiels nous permet effectivement de dépasser ces référentiels et de se dire ok, j'ai 10 000, j'ai jamais vu 10 000 euros sur mon compte, mais je vais continuer à épargner et non pas dépenser ou investir toute cette somme parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup et que l'argent me brûle les doigts ou l'argent brûle le compte en banque. C'est une des raisons pour lesquelles je suis fan du budget. Parce qu'avec un bon budget, un budget qui est bien fait, on arrive à intégrer justement tous ces éléments d'imprévu et à avoir une bien meilleure appréciation de ce qui est beaucoup d'argent ou pas, au regard de nos objectifs, au regard de nos ambitions, au regard de notre situation actuelle. Et donc on peut prendre en compte toutes ces situations et on prend réellement la mesure du fait que 10 000, 20 000 euros, est-ce que oui ou non c'est beaucoup au regard de ce qu'on aimerait financer les prochaines années. Et on prend aussi conscience du fait que l'épargne, elle est lente à constituer. Et vite fait dépensée ou vite fait investie si vous choisissez de l'investir. Donc la prochaine fois que vous regarderez vos comptes en banque, vous penserez à moi déjà, et vous vous direz « Cash is king ». Et vous vous direz aussi « I am the king of cash ». Et pour les femmes « I am the queen of cash ». Master of opportunities, maître de mes opportunités.
Voilà pour aujourd'hui, ça c'était la petite touche je parle à mon compte bancaire. Je crée un lien d'affection avec mon compte bancaire. Oui, des fois je suis un peu perchée aussi, mais je vous assure que quand vous verrez ces sommes-là, dites-vous ok, je vais écouter Delphine, je vais repenser à ce qu'elle m'a dit. Cash is king. Je veux être le king de mes liquidités et je ne veux pas subir mon cash et subir mon manque de liquidité. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!